Je m'appelle Elie Bécheur, je suis tunisien, je vis en Tunisie. J'ai fait mes études supérieures en France, mais ce n'est pas du tout des études de lettres, hein. J'ai fait des études de droit. Ouais, ça semble un peu étrange. Après, quand je suis rentré, j'étais assistant à la fac de droit de Tunis pendant une dizaine d'années. C'était la fin comment on va dire, le règne de Bourguiba, donc on ne pouvait plus enseigner, quoi. Il y a des troubles à l'université, enfin des choses, matraquage d'étudiants, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis là pour enseigner, et puis j'enseigne pas. Donc, bon, j'ai démissionné, je suis parti. Et j'avais plus beaucoup de possibilités après pour gagner mon pain, et donc j'ai été avocat. J'étais avocat. Vous êtes revenu en France? Non, 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 je suis resté en Tunisie, mais j'ai exercé la profession d'avocat en Tunisie, et en même temps j'écrivais des bouquins. C'est surtout écrire des bouquins, être avocat était accessoire à écrire des bouquins, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, que c'est pas en écrivant, vous savez aussi bien que moi, c'est pas en écrivant des bouquins qu'on peut gagner sa vie. Donc vous avez commencé à écrire à votre retour en Tunisie ou déjà pendant vos études en France? Non, à mon retour en Tunisie. Oui, Shams Palace, bon, c'est le dernier, hein. C'est le petit dernier. Shams Palace, c'est parti d'un souvenir, en fait. J'avais eu l'occasion de partir dans une oasis pour y passer des petites vacances d'hiver. Parce que vous savez, c'est la saison pour visiter les oasis, c'est en hiver, parce qu'après il y a le vent de sable. Donc ça devient plus difficile. Et bon, j'avais beaucoup aimé parce que c'est un microcosme, c'est une civilisation, c'est insulaire en fait. Hein. C'est très spécifique par rapport au reste de la Tunisie. C'est pas du tout ni la Tunisie côtière, ni la Tunisie centrale, c'est quelque chose de très spécial, très spécifique. Et c'est comme une île en fait, parce que c'est coincé entre le roc, le rocher, d'un côté, le désert de l'autre, le Sahara et la steppe. Alors pour y arriver, il faut faire 400 km de steppe, on ne voit rien du tout que de l'alpha, des touffes d'alpha, c'est tout, rien, tout est aride. Puis on arrive là, ça m'en prend plein la figure. Ah, c'est d'une beauté, c'est superbe. C'était votre première expérience? C'était ma première expérience de l'Asie. Je suis tombé amoureux, quoi, parce que je m'en prends plein la figure. Il y a de l'eau qui coule, il y a une source, il y a de l'eau, et puis il y a ces palmiers qui sont très beaux, très élancés, comme ça. Ça fait un peu comme une mosquée ou comme une cathédrale, en fait. Hein, ça part comme ça, et puis ça retombe, ça fait comme des voûtes, ça fait comme des ogives. Enfin. Et puis, alors comme c'est petit, ils ont trouvé le système pour rentabiliser au maximum. Ils font une culture sur 3 étages. Le sol, ce sont des légumes, et puis ils plantent des arbres fruitiers, notamment surtout des abricotiers, ou des amandiers, mais surtout des abricotiers. Ça, c'est l'étage intermédiaire, et puis vous avez le palmier qui est tout en haut. C'est magnifique, ces 3 étages de verdure, comme ça. Et ils vivent en autosuffisance dans les oasis? Oui, ils y arrivent, oui, en effet, parce qu'ils vivent ils cultivent leurs propres légumes, ils ont leurs jardins fruitiers, et puis surtout, ils vivent des dattes, qui est leur ressource principale, en fait. Oui, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, on peut le parcourir facilement en 2-3 heures, c'est à peine. Hein. Et cette autarcie relative des habitants dans l'oasis, il y a des choses qui sont très spécifiques au niveau des rites, au niveau des pratiques de travail? Absolument. Il y a le travail saisonnier du palmier parce qu'il faut le greffer, il faut le polliniser, et après il y a la cueillette des dattes. Donc oui, c'est un travail extrêmement, c'est très précis, très spécifique, et très codifié. Et puis il y a surtout l'eau de la source.
qui doit être réparti également entre toutes les parcelles, parce que la palmeraie est découpée en parcelles, et chacun est propriétaire d'une parcelle. Alors donc l'eau, comme c'est une denrée rare, on arrose l'été, on n'arrose pas l'hiver, parce que l'hiver, bon ben, il arrive quand même qu'il pleuve, et puis le palmier, c'est pas un arbre qui est grand mangeur d'eau, mais il en faut, malgré tout. Alors il y a la source, et cette source, il y a une codification de l'eau. Par un système de rigoles, on ferme les rigoles et on ouvre les rigoles et chacun a droit à tant d'heures d'eau, suivant la grandeur de sa parcelle. C'est extrêmement précis, extrêmement codifié. Et les parcelles se répartissent dans les familles, en fait, sont des familles qui... Ce sont des familles qui sont propriétaires de parcelles, oui. Donc on imagine bien là que l'oasis, quand il y a exil d'un membre de la famille, ça doit être particulièrement difficile pour... C'est extrêmement difficile parce que quand les jeunes partent, et les jeunes partent, malheureusement, et donc le père, quand il est vieux, il ne peut plus la cultiver, la parcelle, donc souvent il est obligé de la vendre. Et il la vend non pas à d'autres propriétaires de parcelles qui, eux, n'auraient pas les moyens de l'acheter, parce qu'ils vivent, mais ils vivent décemment, mais pas dans le luxe. Hein. Donc c'est souvent des capitalistes qui les achètent et qui les font cultiver par des métayers. Hein. Suivant une pratique d'ailleurs qui est spécifique à l'oasis, qui est la pratique du Hames, c'est-à-dire celui qui prend le quin. La cinquième partie de la récolte. Donc il y a 4 parts pour le propriétaire et une part donc, pour le métayer. Mais là aussi, voilà une pratique spécifique. Et alors dans ces cas-là, j'imagine qu'il y a une confrontation de culture entre celui qui possède cette dernière parcelle, qui ne vient pas forcément de l'oasis, et les familles qui, de façon ancestrale, cultivent leurs parcelles. Absolument, bien sûr. Parce que c'est souvent des industriels, des gros commerçants, etc., qui achètent les parcelles. Et évidemment, là de toute façon, ces gens-là ne viennent pas sur l'oasis. Ils les font cultiver et se contentent du produit de l'oasis. Ils vendent leurs dattes ensuite à des grossistes ou à des exportateurs, mais ils se contentent si vous voulez, d'exploiter financièrement, c'est tout. Mais ils ne participent pas de la vie de l'oasis. Ils ne participent absolument pas. Et au niveau du microcosme, des familles qui habitent là depuis longtemps, est-ce que la relative autarcie a des impacts des effets sur leurs pratiques religieuses? Absolument. C'est-à-dire, le dogme ne change pas. Le dogme, il est toujours pareil. Mais il y a des pratiques de confrérie, qui sont des confréries spécifiques à l'oasis, qui se réunissent dans des marabouts pour célébrer des rites, qui sont souvent des rites chantés, des chants choraux, qui sont très beaux. Et des chants choraux traditionnels, rituels, où la plupart du temps on célèbre les mérites du saint. Il y a toute une géographie légendaire, le saint qui serait parti en Afrique et qui aurait converti à l'islam des tribus de sauvages, qui leur aurait apporté donc la parole de Dieu, qui les aurait ainsi sauvés en quelque sorte, puisque là ils vont aller au paradis, alors qu'avant... Ce qu'on lit aussi dans votre roman, c'est effectivement la description de tous ces rites, mais aussi peut-être je vais me mettre un mot qui n'est pas du tout approprié, mais une espèce de tendance aux pratiques animistes. En tout cas, il y a un tel respect de la nature, une telle humilité face à l'oasis. Finalement, le palmier est quasiment personnifié, le désert est personnifié. Est-ce que c'est inapproprié de parler d'une espèce de syncrétisme entre religion musulmane et rites plus ancestraux et représentation de la nature? Absolument, c'est pas du tout inapproprié, au contraire, je trouve que c'est adapté, c'est très adapté. Les rites qui consistent par exemple à, quand un enfant naît, on plante un palmier. Et ça, c'est son palmier. C'est-à-dire, en fait, c'est la représentation de sa vie dans la palmeraie.
Et le palmier, il va croître, parce qu'un palmier, il faut savoir qu'un palmier, ça met 50 ans pour pousser. Hein. Donc, l'enfant et le palmier croissent ensemble. Et le palmier représente l'enfant. Donc, non, vous savez, toutes les religions monothéistes ne font que recouvrir des pratiques qui sont beaucoup plus anciennes. Parce que la répartition de l'eau, par exemple, c'est pas une pratique qui est venue avec l'islam, c'est une pratique qui était déjà pratiquée au temps de l'Empire romain. C'est le principe de la clepsydre. Donc, vous voyez, on imagine que l'islam, comme toutes les religions monothéistes, d'ailleurs c'est une religion monothéiste parmi les autres religions monothéistes, hein, on peut la ranger dans la même catégorie que le judaïsme, que la chrétienté, etc. C'est le même principe. Vous parlez d'ailleurs des racines communes dans votre roman. Absolument, le principe est exactement le même. Il y a un Dieu unique qui a créé le monde, qui a créé toutes les créatures humaines, végétales, animales, etc. Et la référence, c'est ce Dieu unique, on le prie, et c'est lui qui va distribuer les bons et les mauvais points. Puis si on a suffisamment de bons points, on va aller au paradis. Si on n'a pas assez, le principe est exactement le même. Mais ce qu'il faut voir, c'est historiquement, quand on met dans la perspective historique, l'islam est arrivé quand en Tunisie? Il est arrivé à la fin du VIe siècle, c'est-à-dire vers 680. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de Tunisie avant l'islam? Non, puisque la Tunisie existe depuis 3500 ans, au minimum. Vous parlez dans le roman du glyphe du palmier tatoué sur le corps d'une femme. C'est une pratique qui existe Oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est un tatouage. Les femmes se tatouent le glyphe du palmier sur le front. Et sur le menton. Avec les chevrons, comme ça, qui représentent les palmes. Et c'est une marque spécifique de leur appartenance à l'oasis. Ce tatouage, je leur ai fait quand elles sont toutes petites, quand ce sont des petites filles, je leur fais ce tatouage, ça veut dire voilà, tu es de l'oasis, tu appartiens à l'oasis et l'oasis t'appartient. D'ailleurs, dans votre roman, vous rapprochez beaucoup les femmes de l'oasis. Chacune devient l'image de l'autre. Absolument. Avec l'image de la fécondité, la procréation. Oui, absolument. Et le palmier est symbole de fécondité. Qu'est-ce que ça vous a permis, en prenant l'oasis comme lieu de votre roman, qu'est-ce que ça vous a permis de dire sur le temps? Ça m'a permis de saisir à la fois la continuité du temps et sa permanence. Je veux dire, par là, voilà, on arrive là, on se dit c'est des pratiques, elles ont existé depuis des milliers d'années. Et elles sont toujours là. Et donc, c'est pas que le temps soit arrêté, parce que le temps ne s'arrête pas. Mais il y a une permanence qui est restée. Et cette permanence, elle a été perpétuée par des générations et des générations, des milliers de générations. Et jusqu'aujourd'hui, je peux retrouver cette permanence. Ce que je retrouve à travers cette permanence, c'est la vraie, la Tunisie, j'allais dire la vraie. Elles sont toutes vraies. Je veux dire, je peux retrouver la profondeur des racines. Voilà. C'est vraiment la racine qui va le plus profond possible. Et c'est ça que je veux montrer. Je veux montrer que la Tunisie, elle existe depuis 3500 ans, 4000 ans. Et cette Tunisie, c'est ça, elle nous a formés. On n'est pas formé uniquement par une civilisation. On est le résultat de diverses civilisations qui se sont superposées dans ce pays. Chacune a apporté quelque chose. Et on est les héritiers de toutes ces civilisations, et pas les héritiers d'une seule civilisation. C'est ça que je veux dire. Et que cette diversité, elle nous représente. Donc l'oasis, c'est un lieu de mémoire, oui. Et qui est aussi mis en danger, qui est lui-même précaire, parce que vous parlez de la continuité du temps et de son immanence, mais en même temps, on sent une fragilité, une précarité de tout ça aussi dans votre écriture aussi. Oui, ça a été un des... Je vous remercie d'avoir posé cette question, toutes les questions d'ailleurs, et celle-là aussi, bien sûr, mais c'est... oui. En fait, ça a été
un point de départ du roman. Je lui avais dit qu'elle était partie d'un souvenir de l'Oasis. Et le deuxième, si vous voulez, le déclencheur. Deuxième déclencheur. Parce qu'un roman, c'est toujours le déclenchement, mais c'est un faisceau. Il n'y a pas un facteur déclenchant. Il y a plusieurs facteurs déclenchants qui se combinent et qui finissent par donner naissance à un roman. Le deuxième facteur, c'est un article, tout petit article qui a été trouvé dans une page intérieure du Monde Diplo d'ailleurs, hein, qui disait attention, l'Oasis est en danger. Parce que avec les hôtels qui sont en train de construire dans la région de Todger, qui est proche des Oasis, sont en train de pomper l'eau. En pompant l'eau, vont tuer l'Oasis. Alors là, j'ai dit, attends, il y a quelque chose que j'avais vu il y avait très, très longtemps, mais que je gardais comme un souvenir. Ils vont me la tuer. Avec leurs hôtels en avant, parce qu'à un moment donné, il y a une folie qui a saisi chacun voulant s'enrichir le plus rapidement possible, et le moyen de s'enrichir le plus rapidement possible, c'était de construire un hôtel. D'ailleurs, les gens de construire un hôtel sans connaître les règles de l'hôtellerie, rien du tout, comme ça. C'est le pactole, voilà, je vais construire un hôtel, et puis demain, je vais avoir un jet privé, je vais aller me balader dans la jet society, etc. Bon. Illusion. Parce qu'après, faillite après faillite, faillite après faillite. Bon. Mais en attendant, d'abord, pays défiguré. C'est impardonnable. Parce que quand on fait un truc bon après, si ça ne marche pas, on peut toujours l'enlever. Mais là, c'est une construction, c'est dans le sol. Tu peux pas l'enlever. Mais entre-temps, tu as défiguré. Voilà le problème. Hein? Et donc c'est parti de là, c'est parti d'une inquiétude. Je me suis dit, ça y est, ils vont me la foutre en l'air, l'Oasis. Alors je me suis interrogé, est-ce que j'y retourne? Est-ce que je vais voir? Parce que je l'avais vu 20 ans avant. Et puis je me suis dit, non, il ne faut pas que je retourne. Pourquoi? Parce que, alors là on va revenir au métier d'écrire. Parce que il faut laisser la part de l'imagination. L'écriture, c'est pas un reportage. Moi, je ne vais pas aller pour faire un reportage, pour dire... je ne vais pas écrire un guide touristique. Non, moi, j'écrirai un roman. Donc, pour écrire un roman, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien du tout, j'ai mon imagination. Hein? Un romancier, il travaille sur quoi? Il n'a pas de document, il n'a rien du tout. Rien. Il a lui, c'est tout. Bon. Et lui, c'est quoi? C'est une mémoire et imagination. Donc je me suis dit, il ne faut pas que j'y retourne. Eh bien, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai gardé en moi, eh bien, je vais travailler là-dessus. C'est Degas, hein. Degas, il disait, moi, je ne vais pas sur le motif, comme le faisaient Monet, Pissarro, Sisley. Hein, il disait, moi, je vais travailler uniquement sur ce que ma mémoire a retenu. Sur la nécessité d'écrire et la nécessité de la trace, et puis sa vanité aussi. J'aimerais bien qu'on... Voilà, je vous lis juste le passage qui m'a... Voilà. Mais pour tenter de retrouver le temps perdu, temps de double exil, celui du mien à pérégriné à travers les postes d'enseignant, où l'administration m'avait nommé, et le sien, donc du personnage principal, dans ses tribulations parmi les contrées de la Gorba. Retrouver le temps, non à l'imitation de l'inimitable asthmatique, qui de son vivant s'était momifié sous les paperoles dans sa chambre calfeutrée de liège, aveugle et sourd au monde, à seule fin de le retrouver et de le vivre enfin, fût-ce aux portes de la mort, ce temps égaré, ne révélant sa vérité que dans et par l'écriture, ligne après ligne, tissant une toile d'araignée de mots au-dessus du vide des années révolues. Donc, on sent tout au long de votre roman la nécessité de la trace. En même temps, le temps, vous dites que c'est le sable, la matière du temps, c'est celle qui passe, c'est une trace qui s'effacera, la vanité. Comment vous avez pu composer avec cette exigence, cette nécessité d'écrire, tout en ayant conscience de la vanité de l'entreprise? Peut-être ceci explique cela.
peut-être que sachant que l'entreprise est vaine, on a besoin de l'écrire pour essayer de la pérenniser, tout en sachant que, évidemment, le temps l'effacera. C'est un peu comme écrire sur du sable. On écrit sur du sable, on sait que le vent va venir et que le vent va tout disperser, va tout effacer. Mais on écrit quand même, parce que l'écriture est une nécessité interne, on ne peut pas l'éluder. Même si on sait qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on écrit sur du sable. C'est un peu l'image de la condition humaine. Hein. On écrit tout en sachant... Est-ce qu'on écrit pour conjurer la mort? Peut-être, au fond. Ou peut-être parce que, sachant qu'on va mourir, on sent la nécessité d'écrire. Que si on était éternel, ce qui n'est évidemment pas le cas, peut-être qu'on n'écrirait pas. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'écrire. Parce que mais sachant qu'un jour on ne sera plus là, on a envie de laisser une trace au cas où, on ne sait pas. Mais il y aura quand même une trace. C'est comme une bouteille à la mer, quoi. Hein? On ne sait pas, après, la trouver, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être après. Je ne sais pas si vous connaissez l'ethnologue qui s'appelle Tim Ingold, qui est un ethnologue anglais. Il parle des explorations ethnologiques voilà, à travers le monde et il dit ce que ces explorations dans les fondements de la connaissance ont révélé, ce n'est pas une science alternative, indigène, entre guillemets, plutôt qu'occidentale, mais quelque chose qui se rapprocherait d'une forme de poétique de l'habité. Et c'est cette formule que je pensais pour Shams Palace. Et je voudrais essayer de comprendre si, déjà, vous rentrez en accord avec ça concernant ce peuple de l'Oasis, et puis si votre prose est le fruit d'une volonté de retranscrire ce rapport au monde très particulier, cette poésie inconsciente chez ceux que vous observez, même de façon imaginaire. Est-ce que vous avez cherché la forme qui correspondrait à cette poétique? Je ne dirais pas que je l'ai cherchée, je dirais qu'elle s'est imposée. Elle s'est imposée à moi. Oui, parce qu'il y a une poétique dans l'Oasis. Moi je le perçois comme poétique, je le perçois comme univers poétique. Et donc par un effet comment dire, un effet de sissiparité en réalité, cette forme s'est imposée. Je crois que chaque roman impose sa forme. Et celui-là, elle s'est imposée spontanément. Je ne pouvais pas l'écrire autrement que de la façon dont je l'ai écrit. Alors vous la qualifieriez comment cette forme pour ce roman? Je la qualifierais, je ne veux pas être non plus présomptueux. Tant mieux. Mais si je voulais être objectif, non, je ne pourrais pas l'être non plus. Je dirais réalisme poétique. Parce que réalisme, c'est vrai, il y a des choses, c'est réel, c'est pas que de l'imaginaire. Mais ce réel se transcende, on ne peut le comprendre, ce réel, que à travers la poésie. Voilà ce que je veux dire. Et j'ai essayé dans mon écriture de faire passer cette poésie, de la transmettre. Alors, est-ce que j'ai pu le faire ou est-ce que j'ai pas pu le faire, je ne sais pas. On ne sait jamais. Mais voilà. Mais c'est pas une volonté délibérée. C'est venu comme ça, spontanément, parce que certainement j'avais beaucoup réfléchi à l'Oasis, j'avais beaucoup réfléchi aux mœurs, j'avais beaucoup réfléchi à cette société, et j'avais réfléchi dans l'inquiétude de la disparition de cette société. Et donc je voulais transmettre au lecteur à la fois cette poésie et en même temps cette inquiétude. Voilà, votre écriture est charnelle et tous les sens sont mobilisés. Le toucher beaucoup moins comme sensation, c'est vraiment un retour de lecteur là. Sauf pour le sable et les femmes en fait. On a l'impression que ce sont les deux billets où on peut toucher l'Oasis parce que sinon
vous le traversez avec les odeurs, la vue, les textures. Il y a beaucoup de descriptions, voilà, c'est vraiment extrêmement poétique, mais on tout choisit vraiment par le sable entre les doigts et les moments sensuels avec les femmes. Oui, bien vu. Oui. Bravo. J'aimerais bien avoir beaucoup de lecteurs comme vous. Parce que c'est exactement ça, oui. Le toucher, c'est vrai. Je veux dire, d'abord, d'une façon générale, moi, ce que j'aime, c'est ce que vous avez dit, c'est ça que j'aime. Dans la littérature, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire la transmission des odeurs, des sensations, des couleurs, des saveurs. C'est ça pour moi la littérature. La littérature, c'est charnel, c'est sensuel, voilà, c'est sensuel. Il y a la sensualité de la vie. La vie est par définition sensuelle. Je veux dire, comment on existe au monde? On existe au monde, comment on existe? On existe par nos sens. Pas par la vue, par l'ouïe, par le goût, etc. Mais c'est ça l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est la vie. Et donc, si c'est la vie, forcément, ça doit transmettre tout ça. Si ça ne transmet pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'écriture blanche, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, mais je veux dire, chacun son écriture, mais c'est pas la mienne. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est ce que vous dites. C'est transmettre des saveurs, transmettre des odeurs, transmettre des couleurs, transmettre des émotions, transmettre des sentiments. Alors, toutes sortes de sentiments, évidemment, et transmettre aussi le toucher. Le toucher, l'oasis, c'est le sable et les femmes, bien entendu. Ben oui, une femme, c'est... on ne peut connaître une femme qu'en la touchant. Forcément. Là, oui, c'est vrai. Et votre écriture, elle est extrêmement riche. Est-ce que l'oasis a symbolisé aussi une concentration de richesse qui nécessitait une langue riche avec, je rajouterai dans la question du rythme des phrases et de leur temporalité, voilà, qui coule sur 3/4 de page, comme ça, avec une richesse d'évocation. Oui, vous avez raison, mais c'est vrai, oui. C'est parce que quand on est dans cette veine de transmission des couleurs, des sensations, des émotions, etc., elles ne viennent pas toutes seules. Je veux dire, quand vous voyez une couleur, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en même temps sentir une odeur. Et en même temps peut-être goûter une saveur. Donc on ne peut pas les analyser de façon analytique comme ça. La couleur, l'odeur, la saveur, etc. Tout ça peut venir en même temps. Et pour traduire tout ça, il faut un flux de phrases qui est ample pour tenir compte de tout ce qu'il faut transmettre. Ce qui explique donc la longueur des phrases et le rythme, parce que c'est un flux qui arrive et c'est ce flux qu'il faut transmettre par l'écriture. Donc forcément la phrase est longue, c'est un peu comme des vagues qui se succèdent. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le vif du roman et dans l'histoire. Bien que donc elle soit accessoire, mais je trouve que c'est un beau prétexte à tout ce dont on vient de parler. Mais tout de même, autour des questions de l'identité, de l'exil, du retour, pourquoi le choix de Nadir? Qu'est-ce que ça vous a permis de dire? Ah ben, ça m'a permis déjà de pointer une espèce de mythe, un Eldorado, mais qui est parfois dramatique, qui est même tragique, de tous ces gens qui veulent partir parce que ailleurs c'est meilleur, ailleurs la vie est plus belle, ailleurs on va gagner beaucoup d'argent, ailleurs on sera mieux, et qui partent, et puis bon, vous savez ce qui est arrivé, les drames qui sont arrivés, Lampedusa, etc. Donc il y a on ne peut pas le nier, cette impulsion de vouloir partir. J'ai voulu montrer que ça ne servait à rien de partir et qu'un jour ou l'autre on revient. Oui.
Oui, c'est un prophète. Oui. C'est un prophète, il a une vie de prophète. Et on retrouve cette vie de prophète, Jésus, bien entendu, mais on retrouve aussi Mohamed, hein, qui part sous les injures, presque les tentatives d'assassinat en réalité. S'il n'a pas été assassiné, c'est parce qu'il était protégé par le chef du clan qui appartenait à une grande tribu de la Mecque. C'est ça qui lui a sauvé la vie et qui revient en triomphateur. C'est un peu ça, cette parabole-là. Partir sous les injures et revenir en grand triomphateur. Alors Nadir, lui, revient, c'est le potentat, c'est le grand bienfaiteur de la région, c'est lui qui donne de l'emploi à tout le monde, c'est le grand chef, quoi. Et ce noyau de vie parisienne? Oui. Cette étape parisienne? Ah oui, j'ai bien aimé ça aussi, ça m'a fait penser à, vous savez, les petites marquises qui faisaient venir des petits noirs des Antilles, et qui leur servaient de page, qui les habillaient avec des bas de soie, des vêtements en velours, et qui étaient là pour servir le chocolat à ces petits marquis, à ces petites marquises, qui étaient souvent libertines d'ailleurs. Et le petit page, il ne servait pas toujours uniquement à servir le chocolat. C'est un peu ça, hein, c'est se payer un petit jeune homme, quoi, qui peut faire office de tout. La quête d'identité de Nadir, qui est en fait une quête qui finit par devenir une quête de gloire, puisqu'il perd son identité plus qu'autre chose finalement. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette mise en abîme de récits autobiographique, biographique, puis vous-même, auteur, voilà, il y a une mise en abîme de narration comme ça, cette complexité narrative? Eh bien écoutez, parce que j'aime pas les récits linéaires. Voilà. J'aime pas les récits linéaires parce que je trouve qu'ils sont pas naturels. Le temps n'est pas linéaire. Votre temps, mon temps n'est pas linéaire. Le temps, pour moi, c'est un curseur. On peut l'avancer, on peut le reculer. Comme on veut. Enfin, comme on veut, suivant les circonstances. Nous ne sommes pas dans un temps linéaire. Je ne vois pas pourquoi le roman serait linéaire, parce que c'est un roman, et parce que ça faciliterait la tâche du lecteur, ça rendrait la lecture plus facile. Moi, je ne suis pas là pour rendre la lecture facile. Je suis là pour écrire, et puis après, si on aime, ben, je suis très content qu'on ait aimé, mais si on n'aime pas, on n'aime pas. C'est-à-dire, j'ai envie que le lecteur participe à la lecture du roman. J'ai pas envie qu'un lecteur soit passif. Hein? Non, je veux qu'il participe. Et pour le faire participer, il y a une gymnastique, il faut la suivre. Il faut une concentration. Oui, certes, c'est vrai qu'il faut une concentration. Oui, c'est aussi assez ludique, hein, parce que vous jouez le narrateur qui doit retranscrire des biographies, qui avance dans le temps, puis qui revient à l'état de la bande. D'ailleurs, il y a aussi cette inscription sur la bande, ce choix de l'inscription sur le sable, l'inscription de l'auteur dans son livre, l'inscription de Nadir sur sa bande, c'est la voix, Nadir, finalement. C'est la voix, oui, absolument. Oui, oui. Et puis c'est vrai que le temps n'est pas linéaire. Pourquoi vous dites que le roman soit linéaire si le temps n'est pas linéaire? Hein, si je suis là avec vous, ça ne m'empêche pas de me souvenir de l'Oasis que j'ai visité il y a 20 ans. Bon, je suis 20 ans en arrière, j'ai mis le curseur 20 ans en arrière, et ça ne m'empêche pas de penser que tout à l'heure, je vais aller au cinéma. Donc, voilà, j'avance dans le temps. J'avance, je recule, le temps, c'est ça. C'est une illusion de croire que le temps, ça commence à A et ça va jusqu'à B. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est radicalement faux. Et pourquoi le roman serait comme ça, puisque le temps n'est pas comme ça. Et ça, c'est vrai sur la linéarité temporelle, c'est aussi vrai sur le rejet total de l'objectivité. Vous parlez du vrai mensonge, voilà, des deux rives de la vie, au niveau de l'imagination et de la réalité. Et sur cette objectivité, il y a quand même la figure de l'épervier, d'ailleurs, ouais, qui pourrait concentrer ce point de vue sur le temps que vous avez et sur l'objectivité, puisque vous le regardez de haut au début du roman et à la fin du roman. Donc cet épervier qui revient cycliquement, qui lui-même dessine des cercles dans le ciel et qui est le seul à
pouvoir au minimum transcender un peu, y compris l'auteur, puisque l'auteur se situe en dessous. Hein. Quand on parle de narrateur omniscient, généralement, les narrateurs jouent le rôle de cet épervier, et vous vous situez délibérément au début et à la fin du roman en dessous de quelque chose que vous ne saisissez pas. Absolument. Oui, c'est sûr. Ça, c'est le plan large. Vous savez, dans le générique du film, oui, c'est très cinématographique d'ailleurs. Voilà, c'est cinématographique et je crois qu'on construit un roman comme on fait un film. Moi, je construis un roman comme un cinéaste ferait un film, c'est-à-dire, je pense par séquence. Et la séquence, bon, on ne l'appelle pas séquence en littérature, on va dire situation. Hein. Mais situation, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence en réalité. Sauf que bon, ce qu'on transmet, ce sont des mots, ce ne sont pas des images. Mais ce qui est beau dans la littérature, ce que j'aime dans la littérature, c'est que chacun fabrique ses propres images à partir des mots. Tandis que le cinéma, on vous donne une image qui peut être sublime, qui peut être très belle, mais c'est une image. Ce n'est pas l'image que vous construisez vous. Moi, quand je vous donne, je vous parle de l'Oasis, c'est vous qui construisez l'image de l'Oasis avec les mots que je vous donne, mais c'est vous qui la construisez. Hein, vous avez votre propre image subjective de l'Oasis. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce que le cinéma ne donnera jamais. Avec toute mon admiration de cinéphile, je veux dire absolu, quoi, le cinéphile inconditionnel. Hein. Bon, et alors, j'ai un peu perdu le fil. C'est le point de vue omniscient. Oui. Alors ça, moi, je l'ai pensé comme un lever de rideau. Voilà, on lève le rideau. Et la scène commence, et puis à la fin, c'est le baisser du rideau. Le baisser du rideau, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette histoire, c'est indifférent pour l'épervier qui le regarde de haut, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Et puis, c'est le truc qu'il va enterrer la valise dans le sable, la valise qui est censée contenir le récit, le roman lui-même, parce que, comme c'est écrit sur le sable, il faut que ça revienne dans le sable, et donc il l'enterre dans le sable.